Bonjour, c'est Anka de Medrise Studio et vous êtes au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances Web3 et IA dans la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Naon, le CEO de Magic Genomics, qui est une jeune start-up française qui développe des solutions d'IA pour la médecine personnalisée en oncologie. Alors, j'ai rencontré Frédéric il y a quelques semaines lors d'un événement et il m'a parlé de la mission de Magic Genomics, à savoir aider les médecins à prédire quels patients répondront le mieux à certains traitements contre le cancer et en particulier la chimiothérapie. Donc ça m'a beaucoup intriguée. Je lui ai proposé de venir sur le podcast pour nous expliquer ce que fait la société, quelles sont ses missions et ce qu'on peut en attendre. Frédéric, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup Anka et merci de vous être intéressé à notre projet chez Magic Genomics et merci d'avoir eu la curiosité, on va dire, de pousser la porte de la médecine personnalisée. Parce qu'au fond, Magic Genomics, qu'est-ce que c'est? C'est exactement franchir un nouveau seuil dans la façon de mieux traiter les patients. On était passé à des traitements très généralistes, puis on est passé à des thérapies ciblées et aujourd'hui on parle de plus en plus de la thérapie personnalisée. Aujourd'hui, chez Magic Genomics, c'est tout ce qu'on veut arriver à démontrer pour mieux guérir les patients du cancer. Alors, la start-up, elle a été fondée l'année dernière, en 2023, à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Et c'est une société qui est assez intéressante de par les algorithmes et la technologie que vous mettez en place. Donc, je vais commencer par là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste exactement la technologie derrière Magic Genomics? Et on va aussi parler un petit peu peut-être de ce qu'il y a sous le capot, donc de la science et de la tech derrière. Très bien, très bien. Alors, en fait, Magic Genomics, c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le jargon de la medtech un outil d'aide à la décision clinique en oncologie. En gros, qu'est-ce que c'est Magic Genomics? Derrière Magic Genomics, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui va auto-apprendre des données qu'on va lui fournir. Les données qui nous intéressent, nous, ce sont des corps de patients chez qui on a fait des biopsies de la tumeur et chez qui on a un séquençage de l'ADN. Et notre particularité, c'est qu'on va prendre en compte tout le génome du patient. Faut bien avoir en tête que dans le génome du patient, il y a des parties codantes et des parties non codantes. On va avoir une approche holistique, on va prendre en compte toutes les erreurs de transcription ou de réplication de cet ADN au sein de la cellule tumorale. Et à partir de ces deux marqueurs qui sont d'abord brevetés, en copartenariat avec l'INSERM à Toulouse. À partir de ces deux biomarqueurs, on va être capable de définir des seuils. Des seuils où, en dessous duquel on va parler de faible instabilité génomique et au-dessus du deuxième seuil, on va parler de forte instabilité génomique. Alors l'aventure, elle a commencé tout d'abord avec un chercheur, Ataïla Benadou, qui était à l'INSERM de Toulouse, dans l'unité et sous la direction de Frédéric Chibon. C'est une équipe qui s'intéresse depuis toujours et qui a une très forte notoriété dans le sarcome des tissus mous. Le sarcome des tissus mous, c'est un cancer assez rare, assez agressif, avec énormément de métastases et sur lesquels finalement aujourd'hui il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guideline, guideline précise pour traiter ces patients. Ils ont étudié des cohortes de patients. Alors on ne parle pas de grosses cohortes aujourd'hui, on parle de dans le leiomyosarcome, qui est une variété de sarcome qui atteint l'utérus. On a étudié une cohorte de 112 patients. Il faut savoir que c'est la plus grosse cohorte de patients jamais étudiée et jamais publiée. Et sur cette cohorte, c'est là où on a fait nos premières analyses en essayant de quantifier cette concentration en instabilité génomique dans ces cellules. Et c'est là qu'on s'est aperçu que certains patients, qu'on a déterminé des seuils de concentration, que certains patients étaient des bons répondants à la chimiothérapie et d'autres étaient des moins bons répondants à la chimiothérapie et d'autres chez qui la chimiothérapie s'avérait être délétère. Donc à partir de là, la méthode qu'on a appliquée pour définir les concentrations, donc pour définir ces calculs, a été brevetée. Et c'est comme ça qu'Ataïla Benadou, le chercheur à l'origine de cette découverte, s'est dit je vais essayer de me lancer dans le projet pour en faire d'un projet universitaire, d'un projet de recherche, en faire un projet applicable aux patients dans la pathologie des cancers.
Ouais, c'est une très belle histoire et vous avez expliqué que vous travaillez à partir du séquençage du génome et que, ça vous permet de définir, cette instabilité, que vous comptabilisez notamment en regardant le nombre de cassures, d'ADN. La question suivante, c'est une fois qu'on a ces données, comment est-ce qu'on transforme ça en quelque chose, qui va, être interprété par un algorithme et qui va pouvoir aider à la décision médicale? Alors, l'histoire, elle va commencer d'abord avec une biopsie de la tumeur. À partir de la biopsie de la tumeur, on va être capable de faire le séquençage qui est fait par un laboratoire et à partir du séquençage de la chaîne d'ADN, on va être capable de compter et de comptabiliser toutes ces cassures. Une fois qu'on a toutes ces cassures, on va rentrer toute la cohorte de patients étudiés dans notre logiciel. Alors, classiquement, quand on a des cohortes, par exemple, de 250 patients, on va utiliser 100 patients pour établir nos seuils. Et les 100 autres patients, on va les classer en fonction des seuils qu'on aura établis. Et là, les premiers patients de la cohorte ne seront pas classés, ils vont servir d'étalonnage, mais à partir du 100e patient, on va pouvoir prédire sa réponse à la thérapie. Voilà. Et à partir de là, en fait, on fournit un rapport avec les données du logiciel pour classer les patients et pour être finalement un outil d'aide à la décision, puisqu'après, la décision va appartenir au médecin de prescrire ou de ne pas prescrire. Et j'imagine qu'en essayant de prédire les patients qui vont répondre mieux à certains traitements, notamment certaines chimiothérapies, l'objectif, c'est d'éviter les chimiothérapies inutiles, d'améliorer certains pronostics, d'éviter aussi certains coûts de traitements qui ne sont pas forcément adaptés. Quelle est votre ambition, in fine, en développant ces algorithmes? Alors, in fine, et là, tout ce dont vous parlez, c'est dans un monde idéal. In fine, il va falloir y aller étape par étape. La première étape, ça va être d'étudier beaucoup de cohortes. Il va y avoir une guerre cruciale qui est la guerre de la data. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre de valider et la performance et l'intérêt clinique du logiciel. Ça va être la première étape. La deuxième étape, quand on aura un logiciel performant et validé dans de nombreux cancers, ça va être un moyen d'aller rencontrer tous les partenaires qui font de la découverte de nouveaux médicaments, essentiellement les pharma et les biotech, et de leur dire, voilà, avec ce logiciel, on va essayer de travailler ensemble pour améliorer l'efficacité de vos essais cliniques, des phases 1, des phases 2, des phases 3, pour vous permettre d'optimiser le taux de réussite et le taux de mise sur le marché d'un nouveau médicament. Aujourd'hui, en oncologie, je crois que c'est la spécialité médicale où il y a le plus faible taux de mise sur le marché comparé au nombre d'études en phase 1. Il faut savoir que 95% des médicaments en oncologie n'auront jamais d'autorisation de mise sur le marché. Pardon. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'argent englouti dans cette recherche et que cet argent, finalement, quelque part, il est gaspillé. Donc, si nous, on peut, dans un premier temps, adresser toutes ces sommes et optimiser ça, ça pourra nous permettre de progresser, de faire des médicaments qui vont être plus adaptés aux patients et donc naturellement ne pas le prescrire quand on pense que ça aurait pu être délétère. En parallèle de ça, on travaille aussi avec d'autres pharma qui ont eu des molécules qui ont été déremboursées. Une chimiothérapie qui est déremboursée, dans les méthodes aujourd'hui de la pharma, ben on se dit, bon, ben voilà, ça arrive, là il y a une perte d'efficacité de notre médicament, on l'abandonne et on focalise tous nos efforts sur la recherche d'un autre médicament. Aujourd'hui, on a, nous, une approche qui me semble intéressante à leurs égards, c'est de leur dire, voilà, vous avez perdu le remboursement sur cette molécule. Nous, on va essayer de comprendre pourquoi vous l'avez perdu. Est-ce qu'en sélectionnant mieux les patients au départ, est-ce qu'on ne serait pas arrivé à un meilleur résultat? Et est-ce qu'aujourd'hui, votre molécule, plutôt que croupir dans un tiroir, elle ne pourrait pas trouver encore un intérêt chez des patients? Donc ça, c'est vraiment les premières étapes qu'on met en place avec la pharma. Il faut savoir que une entreprise comme Magim Genomics, c'est 4 personnes et les pharmas, c'est des milliers de personnes dans le monde entier. Donc les circuits décisionnels, les circuits de validation de tous ces logiciels prend beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, pour parler d'un point de vue médico-économique, quel va être l'impact de Magic Genomics? Aujourd'hui, bah, je n'en sais rien. Peut-être qu'il en aura un énorme, peut-être qu'il aura un impact modéré, mais on n'est pas encore à l'aise pour pouvoir chiffrer tout ça. Il va nous falloir et des études
et participer à des protocoles d'essais cliniques. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez, on va dire, la science qui est derrière le concept que vous proposez. Vous avez, une partie des algorithmes ou l'algorithme qui vous sert, à faire la décision et puis maintenant il faut le tester, inclure plus de patients, élargir aussi, j'imagine, le scope pour, tester différents types de cancers. C'est où est-ce que vous en êtes exactement? Alors, c'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans le jargon des startups une preuve de concept, une POC, et cette POC, il va falloir la confronter au milieu de la clinique, c'est-à-dire avec des patients, avec des données qui ne sont pas des données de laboratoire congelées, mais de vraies données sur des patients, et ça va passer par des études rétrospectives pour étudier des cohortes de patients. Alors aujourd'hui, on est ravis d'avoir signé un premier partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, qui met à notre disposition 4 cohortes de patients, ça représente plus de 1200 patients, dans 4 types de cancers différents. Ce qui va nous permettre non seulement de tester la performance du logiciel, mais également de tester notre solution sur d'autres cancers que les sarcomes. Pourquoi c'est important? Parce que, en fait, on a montré, nous, avec les sarcomes, qu'il y avait une relation non linéaire entre cette instabilité génomique dans la tumeur et la réponse à la chimiothérapie. Et dans certaines publications, on retrouve ce même phénomène dans d'autres cancers, qui sont les cancers du poumon non à petites cellules, qui sont les cancers du sein triple négatif, les cancers de l'ovaire et les cancers de l'estomac. Ce qui veut dire que notre logiciel pourrait potentiellement adresser beaucoup plus de cancers et adresser beaucoup plus de patients, en fin de compte. En parallèle de ça, il y a beaucoup de cancers, et d'ailleurs notre brevet mentionne tous les cancers. Il y a beaucoup de cancers autres qui ont une forte instabilité génomique, en particulier les cancers urologiques, que ce soit la vessie, que ce soit la prostate. On parle aussi des cancers, de certains cancers dermatologiques, comme les carcinomes annexiels, et sur tous ces cancers, aujourd'hui, on a une forte demande, de la clinique, des cliniciens pour tester notre logiciel. D'accord. Et d'un point de vue du développement de la tech, si on rentre dans le sujet des algorithmes, aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez les données qu'il vous faut? Est-ce que vous avez les ressources qu'il vous faut? Je pense notamment, puisque vous avez expliqué que vous vous basez sur le séquençage génétique, donc est-ce que ce sont des données qui sont collectées systématiquement pour les patients que vous avez cités à Gustave Roussy, ou est-ce que vous avez besoin de compléter vos datasets? Alors, on a toujours besoin de datasets supplémentaires. Aujourd'hui, on pourrait passer, rien qu'avec les datas de Gustave Roussy, faire tourner notre logiciel. Ce qui est important, c'est quand on a un logiciel comme ça, c'est bien sûr d'avoir des datasets, mais de les valider dans dans la réalité. C'est-à-dire vérifier, que notre logiciel soit interopérable avec Gustave Roussy, mais qu'il le soit aussi avec la PHP, qu'il le soit aussi avec, l'hôpital de Dunkerque, qu'il le soit aussi, par exemple, avec le CHU de Nîmes. Donc il va falloir qu'on teste beaucoup de situations avec notre logiciel pour qu'on puisse en faire un outil de routine. C'est ça la volonté derrière. En termes d'ergonomie du logiciel, il va y avoir aussi énormément de travail à fournir. Aujourd'hui, bon, il faut rentrer des datas. Les premiers médecins qui s'y attellent vont nous faire des retours et on va pouvoir progresser dans l'amélioration de ce logiciel. Et puis, à terme, c'est, comment il va s'intégrer, pourquoi pas dans le cloud, pardon, et être accessible à tous les médecins oncologues, depuis leur ordinateur. Voilà toutes les marges et de progression qu'on a encore à faire, sur notre logiciel. D'accord, donc c'est pas tant des enjeux de développer l'algorithme, d'avoir, la matière brute qui est la donnée, de tester les modèles. C'est plus une question de: on a les modèles, mais on aimerait pouvoir, plus facilement les intégrer aux outils existants? C'est En gros, c'est ça, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a une telle traction clinique. Alors, la data coûte cher, hein, aujourd'hui. Participer, à des études, participer à des protocoles, ça sous-entend, employer des chercheurs, employer des gens qui vont écrire ces protocoles, et ça, finalement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Donc ça peut être un frein, mais les datas sont là. À nous de mobiliser les énergies autour de nous. C'est ce qu'on tente de faire pour aller au marquage CE de notre solution avec, les 3 équipes françaises en charge du sarcome des tissus mous. En fait, il y a 3 équipes en France qui vont un peu, driver les conduites à tenir en matière de sarcome des tissus mous. C'est Gustave Roussy, c'est le centre Léon Bérard
à Lyon et c'est le Centre Bergonié à Bordeaux. Donc eux, on est en contact très rapproché, on leur soumet aujourd'hui le synopsis de notre étude rétrospective, eux vont donner leur avis et puis on le soumet également à des organismes, à des CRO capables de nous dire: «Oui, cette étude, elle a un sens et elle va vous permettre d'aller au marquage CE». Elle va aussi correspondre aux attentes de la FDA, l'organisme qui va pouvoir valider notre solution aux États-Unis. D'accord. Et aujourd'hui, pour conclure, votre roadmap, elle ressemble à quoi? Comment vous vous projetez? Alors aujourd'hui, alors bien sûr, on est, très optimiste quant à cette roadmap. On est focalisé sur, nos premières levées de fonds pour nous permettre d'avoir un marquage CE en 2027-2028. Il faut savoir que si tout se passe bien, que l'étude rétrospective nous apporte les résultats attendus, on met en route une étude prospective, donc en vie réelle. Cette étude va prendre un peu plus de temps, mais on va dire que les organismes de tutelle française nous aident. C'est-à-dire que dès l'instant où cette étude prospective montre des résultats significatifs, on ne va pas attendre la fin de l'étude pour mettre la solution au chevet des patients. C'est exactement la même chose qui se passe aussi avec le système de santé allemand. Donc on est confiant pour avoir notre solution mise sur le marché, même si elle n'est pas encore complètement homologuée, dès 2027. Bah, c'est des très bonnes nouvelles. Merci beaucoup Frédéric d'avoir participé au podcast. J'ai été très curieuse d'en savoir plus sur votre solution et du coup là, je suis, ravie d'avoir appris toutes ces choses. Merci beaucoup. Merci Anka, et puis je ne manquerai pas de vous tenir au courant des prochaines avancées et Absolument. à bientôt. Merci beaucoup. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure Web3 dans la santé.